Bonjour à tous, et dans ce nouvel épisode du podcast Je bosse en grande distribution, j'ai décidé d'inviter une personnalité féminine dont je suis particulièrement bluffé par son parcours. Mon invitée du jour s'appelle Karine Sanouillet. Bonjour Karine. Bonjour, très heureuse Alors d'être avec bonjour. vous. Alors Karine, tu as une expérience assez riche dans le monde de la grande distribution et de la grande consommation. Tu es passée par Carrefour, quand l'enseigne était au balbutiement du digital. Tu es passé par le groupe Casino, tu as été membre d'IRI, et puis, je ne liste pas tout, mais tu as un CV long comme le bras. Comment peut-on te présenter ? Alors c'est une bonne question, mais je pense que ce qui fait la synthèse de mon parcours, c'est le sujet des clients et des consommateurs. Et au fond, que ce soit même à la période où j'ai fait des achats chez Carrefour, puis quand je me suis occupée du lancement du programme de fidélité chez Carrefour, puis de la stratégie client chez Casino et de la direction retail chez IRI, c'est ça le fil conducteur. C'est comprendre ce qui se passe dans la société et les répercussions sur la consommation et sur les clients, et puis apporter des solutions pour que cette compréhension se transforme en meilleure fidélisation et puisse créer une histoire sur le long terme entre une enseigne ou une marque et ses clients. Alors, tu as participé finalement en tant que pionnière sur les sujets digitaux. Comment a été perçue l'arrivée du digital au sein d'un paquebot qui est Carrefour ? On est en 2005-2006, c'est ça à peu près ? Alors moi j'ai été directrice de la stratégie digitale en 2006. C'était une création de poste, mais il y avait déjà plein de choses. C'était une création de poste dans la mesure où il y avait la volonté de commencer justement à rassembler les forces en présence et de créer véritablement une stratégie. Mais il y avait déjà, et justement c'était un sujet, il y avait déjà un certain nombre de sites, on va dire. Je les avais comptés à l'époque, mais c'était plus de 10, parce que dès que ça a été un moyen disponible, les grandes enseignes s'en sont emparées. Donc Ushop, qui était arrivé dans le groupe avec le rapprochement avec Promodès, c'était déjà le site. Alors maintenant il a disparu ou était renommé, mais c'était le site pour les courses alimentaires du quotidien. Il y avait le site Carrefour.fr qui servait principalement à présenter les prospectus. En tout cas, c'est pour ça que les clients l'utilisaient. Mais aussi avait d'autres fonctions, de présenter les grosses OP promotionnelles, donner les coordonnées des magasins. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses et peut-être trop de choses éparses. Et en tout cas, une des missions auxquelles je me suis attachée, c'est de rassembler les choses pour que en digital, la force de l'attraction de l'enseigne Carrefour soit aussi forte que ce qu'elle est en vrai, quoi. Enfin dans la vraie vie, en réel. Vous imaginez déjà chez Carrefour l'importance que le digital allait prendre dans les années qui viennent, ou c'était vraiment on balbutiait, on savait pas trop où on allait ? Moi, il me semble que tout le monde a assez vite compris quelle opportunité c'était pour à la fois relier une marque, enfin une enseigne à ses clients, pour faire du commerce. Donc la compréhension de l'importance, même si elle était sûrement pas aussi forte qu'aujourd'hui, mais elle était bien là, et avec des initiatives qui étaient bien là. Maintenant, c'est des compétences qui sont montées au fur et à mesure des années. Il y a quelque chose, je pense, qui s'est clarifié et qui est probablement le point sur lequel les enseignes ont mis du temps à vraiment voir comment il fallait faire. C'est même pas encore forcément fait. C'est comment concilier des magasins et un site d'e-commerce performant. Voilà, c'était déjà le problème, la question, la difficulté, et même si aujourd'hui il y a pas de doute que c'est la bonne direction, que c'est ce que les clients veulent, ça reste quelque chose de complexe à faire. La réponse justement à cette question, elle n'est pas encore claire sur la complémentarité physique virtuelle. On sait qu'il y a des passerelles, mais comment les enseignes développent ce qu'on appelle un peu le drive to store, justement, comment on utilise le numérique pour faire venir du monde dans les magasins ?
Alors ça c'est un aspect de ce qu'elles ont à faire. Effectivement, le numérique c'est d'abord un formidable média et plateforme d'interaction avec les clients. Donc il y a effectivement tout un volet dans une direction digitale, c'est comment j'envoie des gens dans les magasins. Voilà, donc pour essayer de faire simple, le digital c'est un carrefour d'audience et avec des carrefours d'audience, donc c'est comment je relie ce grand nombre de clients en ligne que j'arrive à toucher en ligne pour les faire aller dans les magasins. Donc après il y a plein de moyens, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas ça c'est un gros une des grosses fonctions du digital. La seconde, c'est comment je les fais acheter directement en digital, ou alors je les fais acheter et ils vont récupérer les produits. Ça, c'est un autre axe, évidemment, qui est majeur et de plus en plus important. Et il y en a un troisième, c'est le digital comme outil de relation. Parce que finalement, c'est une manière de se connecter avec ses clients et de les connaître de façon qui est pas nouvelle maintenant, mais qui est massive. Donc voilà, il y a derrière le mot digital, il y a du commerce, il y a du commerce en ligne et du commerce en magasin, et il y a de la relation. Donc on comprend que c'est très riche et c'est aussi pour ça que c'est complexe et que voilà, c'est pas abouti aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a eu d'énormes progrès de fait. Et aujourd'hui, c'est un canal majeur, c'est clair. Un canal d'autant plus majeur que la crise sanitaire est passée par là il y a à peu près maintenant 1 an, malheureusement. Les enseignes en ont profité pour se transformer. Quel recul déjà, quelle analyse tu fais toi déjà sur l'année au niveau de la transformation de la grande distribution? Est-ce que tu as senti une vraie accélération? Est-ce que tu penses que ça va aussi émerger de nouveaux concepts? Alors accélération, c'est sûr, parce que pendant la période du confinement, les formats dry ont fait plus que x2 en termes de chiffre d'affaires. Là, on reste à un coefficient par rapport à avant qui est de 1,3, 1,4. Donc, je pense qu'effectivement, ça a à la fois parce que les gens avaient préféré ne pas se rendre en magasin, ça a effectivement augmenté. Les enseignes se sont organisées. Voilà, donc je pense que c'est à la fois le sens de l'histoire et puis ça a été une opportunité d'aller plus vite, de convertir des gens qui n'avaient pas essayé et qui s'en sont trouvés contents. Donc je pense que c'est une grosse accélération. Ouais, on a vu justement des enseignes alors qui ont pas toutes les mêmes résultats. On voit les indépendants qui, eux, sont beaucoup plus agiles et qui grattent des parts de marché face à des enseignes intégrées. Quel regard tu as, toi, sur ces fameux 2 blocs intégrés indépendants? Mais j'hésite toujours il y a cette lecture-là, la partition du marché entre intégré et indépendant, et c'est assez tentant parce que effectivement, si on regarde la croissance, on peut se dire qu'il y a 2 blocs. Après, une autre manière de lire les choses, c'est que les indépendants, en tout cas Intermarché et Système U, ont plutôt des formats qui sont en moyenne moins importants que un Carrefour Auchan par exemple, et il se trouve que ces formats sont les formats plébiscités par les consommateurs aujourd'hui. Donc il y a cette autre lecture là, c'est un mix de formats qui est plus en phase avec les attentes des consommateurs et les modes de vie. Le troisième, c'est la lecture du prix. Voilà, parce que sans être tous positionnés le plus bas possible, c'est quand même des enseignes qui sont plutôt plus positionnées de façon agressive que les autres. Donc plusieurs lectures, voilà. Et le côté indépendant, probablement oui, ça joue aussi d'avoir des patrons de magasins qui sont là du matin au soir et dont c'est le business. Maintenant, pour avoir fréquenté longtemps les directeurs de magasins intégrés, c'est aussi des gens qui sont hyper investis dans leur point de vente. Enfin, c'est voilà, donc ça fait sûrement une différence. Mais je pense pas que ce soit dans l'implication des personnes. Ça doit se jouer autre part. Tu parlais justement des petits formats qui sont justement privilégiés pour au niveau des enseignes indépendantes. Qu'en est-il de l'hypermarché? Est-ce qu'il a un avenir
On voit qu'il est un petit peu en décroissance ces dernières années. Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour ce type de format dans la grande distribution? Il y a certainement un avenir. Alors l'hypermarché, il a perdu des parts de marché, mais il est toujours à 40% du chiffre d'affaires de la grande distribution, donc ça reste considérable. Après, c'est clair qu'il faut probablement l'adapter, recréer quelque chose qui n'a pas encore été trouvé aujourd'hui pour faire venir. Donc, est-ce que ça passera par l'intégration d'enseignes très spécifiques comme un morceau de Decathlon, un morceau d'Ikea dans un hypermarché? Est-ce que ça passera par des zones plus autour de la restauration? Je sais pas. Il y a beaucoup d'expériences en cours, mais les premiers signes de désamour, on va dire, des consommateurs avec les hypermarchés, ils datent du début des années 2000. Je me souviens qu'on avait pour Carrefour interviewé des jeunes mamans et c'était frappant de les entendre dire que c'était des jeunes femmes actives et que pour elles c'était plus possible en fait de faire ce type de courses qui prenaient la moitié du week-end, etc. Donc à ce moment-là, on avait compris qu'il y avait quelque chose qui allait bouger sur cette population qui était des jeunes femmes, jeunes foyers, qui étaient en principe la population en or et le cœur de clientèle de l'hypermarché. Et effectivement, aujourd'hui où les femmes travaillent, elles ont pas le temps déjà à consacrer aux courses, donc il faut des choses soit qui soient très attractives, soit très pratiques. C'est quoi le défaut principal de l'hyper aujourd'hui? C'est sa taille ou c'est son offre? Ou c'est justement l'absence de service peut-être, l'aspect commerçant qui est moins présent? C'est le temps que ça prend de faire des courses en hypermarché dans une vie de femme active. Parce que qui dit hypermarché, donc la plupart du temps, il y a un déplacement, il y a forcément matériellement du temps à y passer, par rapport à d'autres solutions qui sont plus économes en temps. Donc ça va être le drive ou ça va être le supermarché où on fait le tour des rayons très vite et quitte à y aller 2 fois où ça passe dans la semaine. Donc probablement cet aspect-là, il est difficile à contourner parce que parce que les lieux font que c'est comme ça. Et probablement quand même un axe, c'est d'ajouter un côté plaisir. Dans ce cas-là, que il y ait une raison d'y aller, qui soit pas seulement faire les courses, mais qu'il y ait vraiment une attractivité par le plaisir. Et c'est pas la solution, elle est pas simple. Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives et c'est pas des montées en gamme qui fonctionnent. Mais en tout cas, le côté pratique probablement n'est plus là dans les vies actuelles. Quelles sont les initiatives que toi tu as repérées qui, selon toi, sont pertinentes justement pour redonner un peu plus d'affect à l'hypermarché? On a vu Carrefour notamment qui a proposé la ligne directe aux clients pour qu'ils contactent le directeur. Ça fait partie des petites choses. J'avais eu Amandine Levine il n'y a pas très longtemps qui nous parlait de cette initiative et que ça portait ses fruits. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que toi tu as repérées qui, à ton sens, favorisent un nouvel lien affectif avec l'hypermarché? Déjà tout ce volet autour du client, je pense Carrefour a raison de le jouer parce que comme je le disais, il y a toujours l'hypermarché, c'est toujours la manière de faire les courses pour 40% des achats des Français, donc ça reste considérable. Donc des clients, il y en a beaucoup, et commencer par mieux satisfaire les clients qui sont là et donc leur donner envie d'acheter un peu plus, d'être bien quand ils font leurs courses. C'est pas simple parce que dans ce type de format c'est pas simple, mais c'est effectivement une excellente voie. Donc tout ce qui pourra recréer du lien avec les foyers français qui continuent à aller en hypermarché, c'est bien. Après la reconquête de personnes qui ne vont plus dans ces formats-là, ça passe forcément par autre chose. Donc les axes, ça peut être le prix, assez clair. Sur certaines zones, ça peut être le prix, pas forcément partout, mais sur certaines zones où le prix est très sensible, c'est important. Ça peut être l'expérience comme je disais, intégrer des offres qui sont connotées à forte valeur, pas forcément chères, mais à forte valeur,
une autre marque que celle de l'hyper dans le domaine non alimentaire, c'est une manière aussi. Il y a troisième voie, c'est autour des services. Et dans un autre type de distribution, c'est ce qu'est en train de faire la Fnac dans son plan 2025, de réaliser qu'au fond, puisque les mètres carrés sont peut-être moins rentables du fait d'une grosse partie du chiffre d'affaires qui est faite en ligne. Si on décide qu'on garde ces mètres carrés, il faut y vendre autre chose que des produits. Et il y a toute une catégorie de produits qui nécessitent du service. Donc à la Fnac, c'est évident, c'est tout ce qui va concerner l'installation du foyer d'appareils avec de la technologie. Mais là, il y a des vrais besoins nouveaux. D'autres enseignes ont testé ce type d'approche, justement, plus servicielle. Alors, Leroy Merlin, Decathlon notamment. Leroy Merlin, Decathlon, on a le Printemps qui vient d'annoncer également que un tournant important qui était pris dans cette direction-là. Le Printemps, enfin, on comprend, il y a une grosse partie de la clientèle qui est constituée de touristes. Donc dans la période actuelle, ils sont plus là, et donc il y a aussi une croissance du chiffre d'affaires réalisé en ligne, et donc à partir de là, le Printemps est en train d'opérer une transformation autour de services. Donc ça peut être les services autour du conseil pour s'équiper, du personal branding. Enfin après chaque type de commerce va essayer d'identifier ce que les gens attendent autour de leurs produits, mais c'est clair qu'on est dans une société où à la fois l'expérience et la praticité sont des choses qui sont valorisées. Donc c'est je pense un tournant pour coupler produits et services. On parle aussi beaucoup de c'est pas une utopie, mais de personnalisation de l'offre, de clienteling. Au-delà des mots, est-ce que toi, tu peux nous en dire plus justement sur ces nouveaux concepts et quelles sont les actions à mettre en place justement pour favoriser une offre plus personnalisée, pour retenir davantage des clients, pour les faire convertir sur l'espace de vente et non en ligne? Est-ce que toi, tu as déjà observé des choses comme ça? La personnalisation de l'offre, c'est très simple dans le monde Internet. C'est forcément plus compliqué quand on est dans un magasin parce que il y a la limite physique des choses, donc c'est plus complexe. Mais en revanche, justement, en ajoutant des services, le service est matériel, on peut personnaliser les choses. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser autour d'une offre produit qui pourra jamais nécessairement être totalement personnalisée, mais autour des services qui sont apportés. Alors après, ça peut être un morceau du produit qui est personnalisé, mais je pense vraiment qu'il y a des choses à creuser, et on n'est qu'au début sur l'ajout d'un service personnalisé autour d'un produit qui peut lui être le même, ou plus ou moins le même. Mais pour personnaliser, il faut de la data. Il y a un enjeu aussi au niveau de la data en grande distribution. Les enseignes ont mis du temps avant de la collecter, vraiment de la profiler. Est-ce que toi, tu as travaillé aussi sur ces sujets-là? Moi, j'ai en effet travaillé sur ces sujets-là. En fait, à partir du moment où les enseignes ont lancé leur programme de fidélisation, déjà, donc au début des années 2000 pour Leclerc, juste après pour Carrefour, ça a été le moment où elles ont commencé à capter et à utiliser la donnée assez massive. Donc la donnée, c'est comprendre qui sont les clients à travers ce qu'ils veulent bien dire. Quand on prend la carte de fidélité, on donne des informations sur soi, sur son foyer, mais sur tout ce qu'ils achètent. Et là, il y a eu assez vite une montée en puissance de la connaissance client à travers l'analyse en fait des transactions, la réalisation de segmentation, et puis à partir de là, ça permet deux choses. Ça permet de mieux adapter l'offre, et puis ça permet de mieux adapter la proposition promo ou fidélité par des offres ciblées. Donc le digital après a été une couche de plus parce que les gens qui sont connectés via les sites d'e-commerce, même s'ils sont pas la carte de fidélité, on les connaît, on sait ce qu'ils achètent. Donc ça, c'est vraiment très riche. Et c'est peut-être Casino qui a été
le plus avancé, avec la création d'une entité qui s'appelle Relevancy et qui vraiment travaille là-dessus en tant que telle. C'est quoi l'approche? Qu'est-ce qu'ils comptent proposer justement grâce à cette exploitation de données? En cas concret pour le client, qu'est-ce que ça va changer? Alors pour le client, il y a des choses qu'il voit et des choses qu'il voit pas. Ce qu'il voit pas, c'est comment ça permet d'adapter l'offre selon les magasins. Donc ça, c'est voilà, il s'en rend pas forcément compte, mais en tout cas à la fin, ça doit lui apporter un meilleur service. Ce qu'il voit, ça va être des offres plus personnalisées qui lui arrivent par emailing ou sur l'application Casino. Donc ça, en principe aussi, ça doit davantage le satisfaire, hein, des offres plus adaptées à ses besoins ou à ses achats. Et ce qu'il voit moins ou ce dont il se rend moins compte, c'est des publicités ciblées, puisqu'en fait les dispositifs maintenant permettent de raccorder l'identité d'un client et ses achats en magasin avec son identité en ligne, et donc ça permet de lui envoyer des messages publicitaires plus ciblés. Alors il s'en rend pas forcément compte, mais en principe ça voilà, c'est à la fois ça doit moins l'agresser et ça doit lui être plus utile. Et est-ce que l'enseigne parvient à mesurer les effets justement de ce ciblage plus affiné justement grâce au digital? Alors c'est tout l'intérêt de ces outils, c'est que c'est des outils qui permettent de calculer un ROI. Voilà, puisqu'on sait exactement, contrairement au prospectus où on sait jamais. Enfin, le prospectus, on diffuse une grosse masse et puis il revient une grosse masse de personnes, mais alors c'est difficile d'évaluer la pertinence de ce qu'on avait mis dans le prospectus et qui est revenu. Ce qui est ciblé, on sait exactement à qui on a envoyé une offre. Et pourquoi, qui a pris connaissance de l'offre, qui a acheté à la suite de l'offre. Donc en fait, ça permet de traquer vraiment les choses et en principe de calculer un retour sur investissement de ces offres. Voilà, donc c'est pas toujours simple parce que en réalité il y a des dispositifs qui sont multimédia, donc pour savoir exactement attribuer aux médias X le revenu Y, c'est pas simple. Mais bon, justement, il y a eu énormément de progrès dans ça, et pour aider les distributeurs ou les marques à investir de façon à la fois la plus pertinente pour les clients et puis la plus efficace d'un point de vue économique. Donc ça mobilise beaucoup d'intelligence. Tu crois en cette dématérialisation du prospectus? On a vu un magasin Leclerc là qui a annoncé officiellement qu'il arrêtait le prospectus. Il y a eu un magasin Auchan en juin dernier également à Saint-Herblain qui a renoncé au prospectus. Est-ce que tu crois justement à un avenir sans le format papier? Alors déjà le sujet est sur la table dans la loi climat, donc avec une expérimentation qui devrait être votée à l'automne prochain. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut interroger des clients, mais le prospectus reste le premier vecteur de prise de connaissance des promotions. Ça reste un vecteur très important même de fréquentation d'une enseigne, sans parler des promotions. Le digital et les médias digitaux arrivent quand même assez loin derrière. Donc voilà, et puis pour finir, il y aurait un impact sur l'emploi assez important si on arrêtait tout ça. Donc voilà, c'est pas un problème simple auquel il y a une réponse simple. Il y a certainement une direction, des expérimentations qui vont donner quelques réponses. Mais voilà, il y a pas de solution aujourd'hui il y a pas de solution évidente. Non, en tout cas, le digital n'a pas remplacé le prospectus. Je disais, le digital n'a pas encore remplacé le prospectus. Non.
Non. Puis alors, moi, je suis convaincue, mais alors par expérience, que les consommateurs, ils ont pas que ça à faire de s'occuper de prendre connaissance de ce que font les distributeurs. Donc, quand on les touche directement comme ça dans la boîte aux lettres, ben voilà, ils n'ont rien à faire, ils ont le prospectus. S'il faut commencer à aller chercher des trucs sur une appli, sur machin, enfin, on sait très bien en tant que consommateur, on passe pas son temps à aller chercher des trucs, quoi. Donc voilà. Je pense que le problème est pas simple. Est-ce que le futur justement de la communication des enseignes, c'est de communiquer autrement que sur le prix et de communiquer aussi autour des valeurs, de leur impact sur l'économie locale? Alors, on voit des enseignes qui sont très axées autour de ces sujets-là. Est-ce que ça ne va pas remplacer peut-être à terme le prix? Difficile question. Comme on le disait, le prix, ça reste quand même le premier critère. Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que on aimerait bien dire que oui. La réalité, c'est que le prix reste le premier critère de choix d'une enseigne. Voilà, l'alimentation, c'est une part importante du budget des ménages et tout le monde regarde le prix. Alors plus ou moins, mais voilà, c'est quand même un sujet et on sait bien que les enseignes sont extrêmement vigilantes sur leur positionnement prix par zone de chalandise et à la référence. Donc je pense qu'on est quand même très loin de pas faire attention. Et même le gouvernement aujourd'hui, sans que les prix soient encadrés, on est dans les négociations commerciales. Il y a aussi l'œil des pouvoirs publics pour ne pas que le prix augmente de façon à pénaliser trop le pouvoir d'achat des Français. Ceci étant dit, on voit bien que la plupart des enseignes sont en train d'amener d'autres sujets, parce que le prix ne suffit plus. Donc, effectivement, l'ancrage local est très important. L'origine de produits est très important. L'impact sur l'environnement, l'environnement au sens écologie ou au sens sociétal est l'une des choses qui est le plus montée dans cette crise Covid. Parce que tout le monde a bien pris conscience que d'un coup il peut se passer une catastrophe. Là c'était une pandémie, mais on comprend bien que ça pourrait être une catastrophe écologique. Donc je pense qu'on reviendra pas en arrière. Donc voilà, maintenant il y a une transformation qui est en cours et qui sera pas immédiate. Il y a une transformation même hyper importante dans tout ce qui est nouveaux concepts. On voit des Amazon Go, des Amazon Fresh, des Day by Day, des Costco, des pique-niques aussi qui vont arriver en France. Est-ce que toi, il y a des modèles qui t'épatent aujourd'hui, qui sont à surveiller de près? Moi, ce qui m'épate, c'est qu'on est vraiment dans alors certains l'appellent fragmentation des achats des consommateurs. Ce qui est sûr, c'est quand on prend sur la longue durée, on va dire fin des années 70 jusqu'à maintenant, où on avait une très forte concentration des achats en hypermarché, ça devait être au-delà de 60%, et aujourd'hui, entre la GMS, plus tous ces formats nouveaux et nouveaux venus, et moi j'ajouterais la restauration, parce qu'en fait là on a vu le boom des achats, des livraisons à domicile de repas. C'est ce qu'on achète, c'est autant qu'on achète en moins dans le magasin. Donc il y a une espèce de fragmentation et puis de floutage des frontières entre des secteurs qui étaient chacun dans leur silo avant. Donc pour moi c'est ça le marqueur. Les clients ont envie de plus en plus d'expérimentations différentes. Et ça passe par essayer d'autres manières d'acheter à manger et de s'alimenter. Donc, je pense qu'on est qu'au début de voir des initiatives comme ça qui vont être différentes, soit par plus de praticité ou une offre de produits différente ou plus de services quand on parle de choses qui sont déjà cuisinées. Pour moi, c'est ça le marqueur. On a des gens qui se contentent plus de la même offre pour tout le monde. Et il y a, peut-être que tu connais aussi très bien le sujet, mais au sein des sièges, est-ce qu'il y a des pôles innovation justement qui sont en veille sur ces nouveaux concepts, qui sont prêts à tester justement, à prendre des risques, proposer de nouveaux services, proposer une nouvelle expérience pour les clients? Est-ce qu'il y a des pôles justement qui sont en veille, qui sont en alerte sur ces sujets-là? Absolument, oui. Je crois que dans tous les enseignes, il y a un ou des pôles innovation.
et on le voit en magasin, hein, enfin que ce soit les indépendants ou les intégrés. On voit tous des initiatives qui sont des tests qui sont déployés ou pas, mais voilà, si on pense à Carrefour, il y a les tests du Carrefour Market à Montreuil, avec une halle, avec tout un espace cuisine. Voilà, mais Leclerc, c'est pareil. Le test dont on parlait, qui est zéro prospectus, c'est aussi sous une forme autre. C'est une manière de tester des nouvelles manières de faire du commerce. Donc, au contraire, même, je pense que c'est très vivant dans les enseignes, et le sujet de l'innovation est depuis longtemps, peut-être depuis la création du commerce, en fait, il a toujours été là. Et tu crois à l'arrivée d'un modèle d'Amazon en France? Alors, je pense que Amazon Go et Amazon Fresh toquent à la porte, je pense, du territoire français. Est-ce que tu le vois arriver au cours de l'année? Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est pas si simple, même pour Amazon, et que l'alimentaire en e-commerce en France, c'est pas si simple. Sinon, ils seraient déjà là et ils auraient déjà une part de marché significative. Donc, voilà, je suis pas sûre qu'il y ait une volonté, en réalité, d'Amazon de s'installer en France sur l'alimentaire. Mais peut-être je me trompe, hein, mais... Toi, tu penses qu'Amazon est timide? Toi, tu penses qu'Amazon est timide justement à s'implanter dans une ville de taille moyenne en France? Je pense qu'en tout cas... Qu'est-ce qui leur manque? Le e-commerce alimentaire, c'est pas simple dans le sens où on voit bien. Enfin, c'est beaucoup de petits produits avec une très grosse exigence de service. Donc un modèle économique qui est pas simple. Pour la livraison à domicile, les clients sont extrêmement exigeants, parce qu'on comprend bien, hein, s'il manque le paquet de beurre parce qu'il y en avait plus, il faut retourner faire des courses, donc ça sert à rien. Donc il faut quasiment un 100% de qualité en delivery. Voilà, donc ça veut dire des modèles complexes en logistique. En France, on a Monoprix qui s'est équipé du système au cadeau et qui, me semble, a fait un pas en avant considérable sur ce plan-là. Mais voilà, c'est pas. Amazon est extrêmement efficace, et voilà, il y a rien à dire là-dessus. Mais pour moi, s'ils se sont pas lancés, c'est que l'alimentaire est vraiment une complexité et un modèle de rentabilité qui est un cran au-dessus de la livraison de produits à forte valeur. Ouais, on voit pourtant leur pique-nique apparemment qui va arriver prochainement en France. Tu crois en ce modèle? Ils sont pas les seuls, hein, d'ailleurs, sur les e-commerce alimentaires. Il y a Vite Mon Marché, je crois, qui est assez efficace aussi dans le Grand Ouest. Tu crois en ces modèles-là? Moi, je crois en ces modèles-là. Oui, tout à fait. Et encore une fois, parce que les clients ont une appétence pour essayer des nouvelles choses. Je parlais de fragmentation, mais voilà. Après, la question, c'est la place que ces modèles vont pouvoir prendre. Voilà, encore une fois, c'est la pénétration du marché français en alimentaire, elle est pas simple. Ushop, dont on parlait tout à l'heure, ça existe depuis le début des années 2000. Les sites de e-commerce alimentaire, ils existent depuis le début des années 2000. Et on est toujours à un marché sur la livraison à domicile qui est tout petit. Ouais, qui a genre représenté, je pense, moins de 10%. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est encore assez faible. Finalement, le drive a mis beaucoup de temps avant de se développer. Et le e-commerce alimentaire mettra encore autant de temps, je pense, à pénétrer le marché. Le e-commerce avec livraison à domicile, il a démarré quasiment avant le drive. Mais la complexité fait que c'est le drive qui a été un modèle gagnant. J'ai une dernière question pour toi. Tu es une femme dans un milieu d'hommes. On voit de plus en plus de femmes à des postes importants aujourd'hui, en marketing, en communication, en RSE. Est-ce que tu penses qu'on verra plus de femmes à l'avenir à la tête des enseignes? Oui, et le mouvement est lancé, donc il y a aucun doute là-dessus. Moi, après, il y a une question qui reste non craquée, mais et dont la réponse, encore une fois, n'est pas simple. Souvent, la voie royale pour les postes de direction dans la distribution, c'est d'être directeur ou directrice d'hypermarché.
Et je pense aujourd'hui, voilà, je sais pas si on peut compter sur les doigts d'une main ou de deux mains le nombre de directrices d'hypermarchés en France. Et voilà, donc ça a toujours, je pense, été un frein parce que le vivier de directeurs, il est là dans les grandes enseignes et c'est voilà. Donc et pour des raisons les places sont chères, quoi. Les places sont chères et puis pour le coup, ce sont des vies qui sont extrêmement exigeantes en termes d'horaire et pour le coup, je pense pas simple à concilier avec l'éducation d'enfants. Quand des postes en siège qui peuvent être aussi impliquants et parfois très complexes en termes de savoir-faire, mais néanmoins peuvent se jouer différemment dans une organisation. Donc voilà, je pense que les choses vont encore énormément bouger et elles ont énormément bougé avec beaucoup de femmes qui prennent des postes importants. Il y a la population des directeurs de magasins et surtout d'hypermarchés qui reste un sujet. Alors aujourd'hui, tu es consultante indépendante. Tu as monté ton cabinet de conseil. Quels sont tes challenges en cours et quels sont tes futurs grands projets ? Moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ça reste mon fil conducteur qui est le client et le consommateur. Et je suis convaincue qu'on est aux prémices d'une transformation des enseignes autour du client. Voilà, c'est pas le hasard pour moi si Carrefour et la Fnac viennent de créer au Comex Group un poste client. Voilà, ça paraît même presque étonnant que ce soit qu'aujourd'hui. Mais Carrefour, c'est en février 2021 et la Fnac, c'était hier, en mars 2021. Donc, c'est ces sujets-là qui m'intéressent. Et comment accompagner ce mouvement de la définition de la vision de ce qu'on veut faire pour un client jusqu'à son exécution dans les moindres détails en omnicanal. Voilà, c'est mes sujets pour demain. Ça veut dire on remet le client au centre du magasin finalement. Bah oui, du magasin qui n'est plus tout seul puisque dans toutes ces enseignes il y a le magasin, il y a les sites internet. Donc même si ça semble trivial, c'est dans un contexte qui a radicalement changé et où délivrer au client une expérience sans couture, omnicanal, c'est très compliqué. Voilà. Bon, je te souhaite de futurs très beaux projets, en tout cas, dans cet univers qui est vraiment passionnant. Merci Karine d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'était un plaisir d'échanger. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.